bien il a une orientation, il ne veut pas désespérer les hommes du Fouquet. Et il va jusqu'au bout pour ne pas les désespérer. Alors maintenant, on est d'accord ou pas avec, on trouve ça légitime ou pas. Au regard de la situation globale dans laquelle se trouve la nation et le peuple français, ça a un côté particulièrement scandaleux sur le symbole, parce qu'à la limite, sur le résultat économique, j'en sais rien. Je pense que c'est peanuts. Mais sur le symbole, ça a quelque chose de terriblement violent et d'agressif que de dire « je m'oppose à la limitation des salaires des gens qui se goinfrent tous les mois sur le dos du travail de ceux qui ont du mal à vivre et à survivre, et je m'oppose à ce qu'on leur limite, je suis pour qu'ils y aillent encore plus, goinfrez-vous les gars, c'est à votre place qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut y aller. » Je trouve ça d'une violence incroyable, et je pense que cet homme, qui a une orientation qui est celle de cette violence-là, est celle de ne pas désespérer les gens du Fouquet. Voilà. C'est ça sa ligne, il l'amène jusqu'au bout, et celle-là, si vous voulez, je ne cherche pas à la qualifier, il n'y a pas de qualification morale à avoir sur l'affaire. C'est ni un salopard sans porteur de salopette ou avec et tout. C'est pas le terme, c'est pas le débat. Le débat, c'est que c'est un homme qui a une orientation, et cette orientation, elle a un sens social. Alors là, il y a une vraie question sur la question de l'Allemagne. Ça, c'est une vraie question. Parce que moi, je veux dire, j'ai été marqué par une chose. Lorsque je me suis pointé en Grèce, j'ai essayé de coincer, vous verrez ce soir dans le film, les gens de la Troïka, et j'étais impressionné, pourquoi? Parce qu'ils avaient eu une réunion avec le gouvernement grec, et ce sont eux qui sont allés à la rupture dans la réunion. Le gouvernement grec leur dit « nous sommes pour amputer de 50% de salaire des fonctionnaires ». Les mecs de la Troïka se lèvent et disent « 50, ça va pas, c'est 60 ». Les mecs du gouvernement grec répondent « 60, c'est l'insurrection dans les rues d'Athènes. 50, on peut à la limite faire passer. 60, on n'y arrive pas. » Ils se lèvent et disent « on reverra les négociations à cette prochaine ». Et c'est marrant parce que j'ai essayé de les coincer, donc je suis allé dans un hôtel, je ne vais pas vous raconter le truc du verrez ce soir, je ne vais pas vous le raconter dans le détail. Et je me rends compte que, quand même, derrière eux, il y a quand même une histoire politique qui est présente et qui est violente. Vous avez quand même l'Europe du Nord, incarnée par le succès allemand, qui vient dire aux gens du Sud, bande de fainéants, il faut mettre le boulot, il faut arrêter de produire. Ça, vous y pouvez rien. C'est pas germanophobe que de le dire, c'est quelque chose que j'ai constaté, que je pense profondément. Je ne mets pas en cause les travailleurs allemands de la Ruhr, qui sont les premiers en baver, parce que je vous annonce que ce que Hollande est allé féliciter au congrès du SPD, à savoir les réformes mises en place par Schröder, c'est-à-dire les réformes Hart, les premières attaques en Europe contre les retraites, contre le travail, contre le salaire, contre les droits sociaux, c'est quand même Schröder qui les a mis en place. Donc les Allemands sont les premiers à le subir. Il n'empêche que derrière, vous avez un poids de capital qui est incarné par cette espèce d'arrogance et de violence, et quand vous voyez des gens de la Troïka qui sont deux Allemands et un Luxembourgeois qui se pointent là-bas et qui parlent comme ça aux Grecs, ça fait froid dans le dos. Et d'ailleurs, lorsque les Grecs manifestent par dizaines et centaines de milliers, en réclamant à ce que la dette nazie soit payée, et en disant qu'ils ne veulent pas renouveler une deuxième fois l'expérience, je veux dire que ça crée des ressentiments derrière, il faut bien comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est quelque chose de grave, je pense. Lorsqu'on nous a dit que cette Europe, et ça a été un des arguments forts de la construction européenne, c'était l'outil qui serait mis en place pour éviter une nouvelle guerre. Je crois que c'est très exactement le contraire qui est en train de se produire dans la mentalité des peuples. Cette Europe, une violence incroyable, non seulement sur le terrain social, mais qui risque fort à un moment ou un autre d'apparaître sur un autre terrain. Ce sont les différentes montées de l'extrême droite et tout, et ça, à la limite, sont des épiphénomènes pour le moment. C'est du point de vue de ce qu'il y a dans la profondeur des peuples, de ce qui est en train d'être ressenti. Il y a des rancunes et il y a des violences terribles qui, à un moment ou à un autre, risquent d'émerger. Et là, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas où ça va nous mener, parce que ce que l'on sait par contre, lorsque c'est le capital qui tient les rênes, cette affaire se termine toujours très mal. Alors, troisième élément dans la discussion auquel je me sens capable de répondre, c'est sur l'histoire de la Chine. Pour ça, je suis complètement d'accord. Quand je pense d'ailleurs que la Chine a pu être, à certains moments, par certains, présentée comme un modèle, attendez, la Chine, moi, je pense qu'il faut être clair sur la question, hein, c'est pas sur les conneries tibétaines que je vous parle, c'est sur la réalité sociale de la Chine. La Chine, c'est idéal. C'est la dictature du parti unique dans l'économie de marché. Ils ne peuvent pas rêver mieux. Ils ne peuvent pas rêver mieux. C'est quoi leur force? C'est que comme ils sont très nombreux, là-bas, les problèmes de compétitivité et de coût du travail est vite réglé. On vous fout un bol de riz pour vous payer. Quand vous n'avez plus assez, vous crevez, il y en a un autre qui prend la place et le problème est réglé. Et bien c'est vrai que si l'aliment c'est la concurrence avec ça,
il faut aller jusqu'au bout, il faut nous réduire non plus à l'âge de pierre, mais à l'âge chinois. C'est-à-dire qu'il faut tout liquider ici. Et c'est ça le débat sur la concurrence, c'est ça le débat sur le coût du travail, c'est ça le débat sur la compétitivité, c'est ça qu'il y a derrière. Avec un véritable problème qui se pose. C'est que comme le capital a besoin de régénérer sa plus-value, le problème, c'est que c'est vrai que le principal obstacle à l'accumulation du capital, eh bien, c'est la force de travail. Et c'est le travail qu'il faut payer. Et vous avez là un antagonisme qui ne peut pas être résolu de façon calme, claire, comme si on discutait entre gens de bonne compagnie. C'est sur le terrain social de la lutte des classes qu'elle se règle. Lorsqu'ils décident, par exemple, de virer des milliers de mecs pour aller faire fabriquer ailleurs en exportant les usines, c'est à cette question qu'ils peuvent répondre. Et lorsqu'aujourd'hui vous avez 25% de chômeurs en Espagne, c'est pas un hic du système qui n'arrive pas à fonctionner, c'est que le système, pour fonctionner aujourd'hui, a besoin de 25% de chômeurs en Espagne. C'est tout. C'est pas l'accident. C'est une réalité. Et donc c'est à cette réalité-là qu'il s'agit de savoir si elle est conciliable avec le reste ou pas. Alors sur la question de l'ANI, vous dites, d'abord l'ANI, accord de branche, pas du tout. Non, j'ai dit ça pourrait être comme un accord de branche. Oui, mais ça n'est pas. Ça peut être parce que justement, vu qu'après ça passait par la loi, il y avait justement des propositions qui étaient proposées. Voilà, sauf qu'il y a deux hicks. C'est que le premier, l'ANI est présenté comme un substitut au droit du travail, donc c'est pas un accord de branche. C'est un substitut sur les questions essentielles au Code du travail aujourd'hui. Donc ça dépasse largement. C'est interprofessionnel, donc ça concerne la totalité. Puis deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas d'amendement qui est passé? Mais parce que vous avez eu un dictat très clair au sein du parti majoritaire qui est le Parti socialiste, où il a été interdit aux députés de voter quelque amendement que ce soit sur la loi. Alors moi je vais vous dire un truc. Là ça devient intéressant parce que je suis allé rencontrer des députés du PS. J'aurais posé la question. J'aurais dit mais c'est quand même incroyable parce que parce qu'il faut bien comprendre, les mecs commencent à avoir la trouille pour le renouvellement. Ils ne sont pas idiots, ils savent de quoi il s'agit. Ils sont députés, certains sont maires, les municipales arrivent, bon, d'autres... Oh, ça commence, vous voyez, c'est un parti où un membre sur deux est élu. Hein. Donc, ça commence à baliser. Donc moi j'en profite comme ça balise. Non pas pour faire baliser plus, mais pour essayer d'avoir des réponses aux questions légitimes que je me pose. Donc je vais les voir et je leur pose des questions. Et je leur demande la chose suivante. Je leur dis, mais comment ça se fait? Vous vous rendez compte que ça ne va pas, que tel que c'est barré, vous avez la cata, les gars. 1 sur 2 va dégager. Là. Vous préparez un raz-de-marée de l'autre côté, et vous dites rien. Et là, j'ai des réponses extraordinaires. Par exemple, il y en a un qui me dit, tu comprends, c'est compliqué, parce que moi, je suis très sensible à la réforme bancaire qui a été mal faite. Là-dessus, je serais monté au créneau. L'ANI, je suis moins sensible à ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un supermarché, les mecs sont dans des rayons, et ils prennent en fonction de leur sensibilité. Je dis, mais attends, le problème, c'est pas d'être sensible ou pas, ça a un contenu, ça a un sens. Ouais, mais tu sais, quand j'ai des délégués syndicaux qui viennent dans ma permanence, qui m'expliquent que l'ANI c'est dégueulasse, mais qu'en même temps leur syndicat chez Renault le signe, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, des accords de compétitivité, par exemple, je suis moins sensible à l'argument, j'ai décidé de ne pas m'occuper de cette question. Très bien. Vous allez en voir un autre. Le mec vous dit, la loi bancaire, c'est pas mon truc. L'ANI c'était vachement important. Donc à la fin, vous vous dites que vous êtes confronté en réalité à une inertie totale qui vient d'où? Ben, l'inertie, elle est que lorsque le gouvernement est allé déposer sur un truc à la con comme le droit de, non pas le droit de vote des étrangers, mais le cumul des mandats. Ils sont allés déposer un article de loi venant du ministère de l'Intérieur, expliquant que pour les prochaines cantonales, il y a un redécoupage des cantons, d'accord, et puis il y a la mixité homme-femme. Donc il y a un redécoupage, mais il y a le même nombre de délégués, c'est assez compliqué. Parce qu'il va y avoir le même nombre d'élus, avec, sous prétexte précisément de la mixité, avec un homme et une femme par canton redécoupé. En fait, c'est une sorte de charcutage, comme nous avons tous fait jusque-là, et ça continue. Histoire de garder une majorité, et donc de voir le Sénat qui ne bascule pas avec des grands électeurs. Je passe sur l'affaire. Vous avez des députés qui sont allés dire, dans la salle des 4 colonnes, ça le mec me le raconte. Ils sont allés dire dans la salle des 4 colonnes de Valls, c'est pas possible de présenter ce texte de loi, le Parti socialiste avait adopté une motion en son sein avant les élections, disant que ce serait la proportionnelle intégrale. Vous savez ce que Valls a répondu? Valls leur a dit à chose suivante, il leur a dit, écoutez bien, ceux qui ne voteront pas ce texte, je connais leur circonscription. Donc je vous avertis, on rigole plus. Il ne faut pas qu'un cheveu dépasse, ce texte sera voté, et c'est pas autrement. Et ce texte a été voté. Donc vous vous rendez compte que vous êtes dans ce système de la 5e République dominant,
eh bien, il y a une espèce de terrorisme général qui fait que le jeu démocratique, même dans les instances où les gens sont élus, est extrêmement compliqué. Donc vous me dites, l'AMI, il y avait des amendements qui étaient proposés, pourquoi ils n'ont pas été votés? Ils n'ont pas été votés parce qu'au plus haut niveau, ils ont décidé qu'ils ne le seraient pas. Et tout le monde s'est couché, et personne ne les a proposés, ou alors, lorsque certains ont été proposés, ils n'ont pas été majoritairement votés, malgré les convictions des gens. Il y avait un bulletin de vote au sein de l'Assemblée pour le faire. Donc c'est ça la question. Il y a une véritable question, à mon avis, démocratique, non seulement au sein du fonctionnement général au sein des citoyens, y compris au sein des institutions de la Ve République qui sont profondément anti-démocratiques. Enfin, si vous voulez, dernière chose, la prise du pouvoir hors du jeu démocratique. Moi d'abord, je ne me positionne pas ici comme étant sur le terrain de la prise du pouvoir ou pas de la prise du pouvoir. Jeu démocratique ou pas jeu démocratique. Moi je ne prends rien du tout. D'accord? On va recommencer. Donc, je suis assez à l'aise. Maintenant, la question c'est la suivante. Il y a des moments où la démocratie, il faut savoir ce qu'il n'incarne pas. Regardez, prenons un exemple. Manifestation contre le mariage pour tous. On pense qu'on veut de la question, j'ai dit tout à l'heure en quoi moi je considère que c'est une diversion absolue. Absolue. C'est un papouillon. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les gens que ça concerne directement. Hein. C'est notre affaire. Le débat national qu'on nous fait là-dessus permet de redonner une virginité à l'UMP, de redonner une espèce de recrudescence à 400 fachos qui vont affronter les flics, et derrière permet de créer un clivage artificiel gauche-droite, parce qu'il faut bien le créer sur quelque chose. Donc on le crée sur une question sociétale, lorsque sur la question sociale, on assume la même politique. Bien, cela étant, quand ils sont 300 000 à manifester, vous savez quel est le mot d'ordre? À l'Élysée. À l'Élysée. Là, ils ne sont pas dans le jeu, on se compte démocratiquement par les élections. Vous avez 300 000 personnes qui gueulent, on va à l'Élysée. Et d'ailleurs, c'est pas tant ce point de vue, de leur point de vue. Parce que c'est là que ça se décide. C'est là que ça se décide. D'accord? Lorsqu'à la veille des accords de Grenelle en 68, vous avez 2 millions de personnes dans les repas. Et que la question, à un moment donné, de savoir où elles vont. Qu'est-ce qu'on dit? Jeu démocratique électoral? Où les forces sociales sont dans la rue et prennent la responsabilité? C'est une question de chose. Bien sûr, prenant la responsabilité, personne n'est persuadé de l'issue. Donc l'enjeu est quoi? Nous sommes d'accord, il n'empêche que, lorsque vous avez les manifestations sur les retraites, Fillon, 1 million de personnes dans la rue, comme personne ne dit où il faut aller, eh bien une semaine après, vous en avez une autre. Et puis 15 jours après, une autre. On en a fait 22. Et on s'est fait avoir ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se compter démocratiquement, il fallait dire qu'il y en a 1,5 million dans la rue, à un moment donné, il faut aller là où ça se décide, pour que ça se décide comme le peuple le veut, et pas comme eux le veulent en fonction de leurs intérêts. C'est ça la question. Et je m'excuse, ces questions-là, elles se posent. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis que journaliste. Moi, je ne suis pas responsable politique et tout. Mais si je constate ce qui se passe, à un moment donné, dans le conflit et dans les forces sociales qui nous animent, eh bien, je dis que ces questions, elles n'ont pas de réponse absolue. Sans doute, le vote est important parce qu'il permet à un moment donné, lorsqu'il y a des élections, de centraliser politiquement à travers un vote commun des forces sociales, donc il ne doit pas être négligé, mais à la fois, lorsque les forces sociales sont en mouvement sur une aspiration collective, à mon avis, c'est une autre responsabilité que de dire aux forces sociales, les gars, il faut leur se compter électoralement pour savoir exactement ce qu'on fait ou pas. Et à un moment donné, le problème d'aller là où ça se décide, pour que ça ne se décide pas n'importe comment, se pose. Il se pose. Et si on dit, et c'est toujours comme ça qu'observateur que je vous parle, si on pense à un moment donné, ce qui peut être légitime d'ailleurs, au nom d'une conception démocratique formelle, que hors de la question électorale, il n'y a pas de solution, alors ça veut dire qu'il faut expliquer à tous ceux qui subissent aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'à subir. Parce que qu'est-ce que vous allez dire aux mecs qui sont dans les usines qu'on ferme, les unes derrière les autres qu'on délocalise, qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus rien, qui ont juste leurs larmes pour pleurer, et qui n'ont strictement plus rien pour croûter? Qu'est-ce que vous leur dites? On attend 4 ans? Dans 5 ans? Et puis on votera? D'ailleurs, c'est ce qu'ils leur disent tous, hein. Tous disent ça. Dans 5 ans, les gars, il faudra bien voter. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait?
Quand on a le cul bien posé sur son siège, il n'y a aucun problème. On peut attendre 5 ans. Mais quand les mecs sont foutus dehors, hein, parce que la réalité c'est quand même celle-là, 13 millions en dessous du seuil de pauvreté. Non, vous avez plus de 8 millions aujourd'hui, 8 millions en dessous du seuil de pauvreté en France, et vous avez 13 millions de familles dans le dénuement. De familles. C'est-à-dire facilement 20-25 millions de personnes dans notre pays. C'est ça la réalité. Et donc je pense que ces questions, il faut les poser. Et je terminerai en disant une chose. Nous sommes à Nice. Voyez-vous, il faut particulièrement les poser ici. Parce que je ne vais pas vous l'apprendre, il y a une réalité sociale que tout le monde dénie dans ce pays qui pourtant est bien local ici. Nice est l'endroit en France où l'écart des richesses est la plus importante, où à côté des plus grandes richesses, vous avez le plus grand dénuement par milliers. Eh bien, c'est pas possible que dans une ville comme celle-là, où existe cette réalité sociale, il y ait la réalité politique qui existe, que nous connaissons, comme si ça ne pouvait être la seule, et comme si aucune autre ne pouvait exister. Il y a là quelque chose qui est complètement anachronique dans l'histoire, et qui mériterait, à mon sens, qu'il y ait une véritable réflexion pour tenter d'y trouver une solution.